Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du Lundi Sociable organisée par le CCAS de Besançon avec le soutien de la ville de Besançon. Allez, on va commencer par quelques informations de base. Et je lâche mon masque puisque je suis effectivement toute seule sur scène, que les distances de sécurité vont être respectées avec l'ensemble de nos invités et que la salle est quasiment vide, donc on peut se permettre de baisser les masques. Cette année, pour ce lundi sociable, un mot d'ordre, la santé, et la santé pour tous. Cela passe par l'accès aux soins de tout à chacun, et notamment des plus précaires, on en parlera. Tout au long de l'après-midi, des invités, dont notre parrain, rien de moins que Gérard Vives, que vous avez sans doute déjà vu au moins sur le petit écran, seront là avec d'autres invités pour se relayer autour de ce sujet de la santé et de la santé pour tous. On m'a même glissé dans l'oreillette que nous aurions quelques vidéos et même des défis. Nous allons surtout voir comment Besançon, une ville liée de longue date aux politiques sociales, regroupe en un même territoire de belles initiatives, mais aussi de nombreux projets à venir. Mais s'il est une personne, et en ce 8 mars, je dirais même s'il est une femme, qui parlera bien mieux que moi de la ville et de son action sociale, c'est Madame Anne Vigneault, maire de Besançon, présidente du CCAS, maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole. Madame Vigneault, s'il vous plaît. Bonjour Madame la maire, je vous laisse la parole et je reste à bonne distance. Bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est un moment tout à fait particulier. Vous le savez, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout à fait extraordinaire puisque nous voulions vous retrouver tous en présentiel. Mais bon, nous sommes ici présents par un intermédiaire de la caméra. En tout cas, le cœur y est. Nous sommes tous très engagés. C'était important que ces lundis se fassent. Ce lundi soit bien celui du partage. Je vais juste prendre un tout petit temps avant de commencer le discours que j'avais préparé. C'est de dire, de rappeler qu'à Besançon, nous avons perdu une grande dame qui est Paulette Guinchard-Kinsler, qui est justement une de ces femmes qui se sont engagées dans une cause sociale tout au long de leur vie, y compris dans la mort d'ailleurs, et qui n'a cessé de vouloir que la société humaine soit une société où tout le monde soit traité de façon très digne. Et donc je tenais à ce qu'on lui rende hommage ici aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a fait en sorte que la société regarde les choses en face, c'est-à-dire qu'on est une société qui vieillit, et les personnes qui vieillissent subissent très souvent un isolement, ou en tout cas parfois des formes de détresse, même si la vieillesse est aussi des moments de libération, des moments aussi avec un autre regard sur la vie, un autre regard sur son parcours. Voilà, je tenais à avoir ce moment tout à fait particulier, signaler combien nous étions tous très en peine et nous saluons le travail qu'elle a fait ici, depuis Besançon, et puis ensuite au niveau national, pour accompagner, pour être au plus près des accompagnants. Ce sont justement des thématiques qui couvrent les ateliers du lundi sociable, et donc c'était tout à fait urgent et important que je puisse avoir ce salut-là. Ensuite, je dois le dire, comme vous le disiez, ici c'est le deuxième lundi sociable, c'est-à-dire qu'en fait, ce lundi, c'est un lundi qui commence une journée, une semaine. C'est un lundi qui commence un moment où on doit partager l'ensemble des solutions que l'on doit trouver pour pouvoir répondre à la crise sociale dans laquelle nous sommes depuis déjà de nombreuses années, mais tout particulièrement en ce moment, puisque l'on sait que le Covid a accéléré la fracture sociale dans laquelle nous sommes, et donc il est urgent aussi que nous soyons en capacité d'échanger les moments de travail et puis surtout les solutions vers lesquelles nous pourrions aller. Et donc, je tiens à le dire, en 2018, partant de ce constat que Besançon est une terre d'ailleurs d'innovation sociale et que le Centre communal d'action sociale de Besançon donc, a cherché à mettre en lumière des initiatives
dès 2018, qu'elle soit locale ou nationale. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer un forum centré sur l'innovation sociale, réunissant vous les professionnels, mais aussi les associations et l'ensemble du grand public, et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. Après une année d'organisation, du coup, le premier lundi sociable s'est déroulé en mars 2019 et avait pour thème l'alimentation. 2020 a démontré combien l'alimentation était un élément extrêmement fort, puisqu'on a vu qu'il a fallu s'installer justement de façon très développée, l'aide alimentaire en particulier. Cette première édition avait réuni plus de 200 personnes UCURSAL, ici même donc, autour de conférences et de stands professionnels. Reportée en 2021 pour cause de confinement, il n'était pas concevable d'annuler une nouvelle fois cette manifestation. Ceci d'autant plus que le thème, celui qui avait été choisi, c'est celui de la santé. Et retenu avant même la crise sanitaire, eh bien aujourd'hui, il est plus encore d'actualité. La santé, c'est un enjeu majeur de notre société. S'il avait fallu le démontrer, eh bien, un Covid s'en est chargé. Et donc, c'est bien consciente et tous conscients que cela, nous devions le travailler. C'est aussi un des axes majeurs de l'équipe municipale de Besançon, qui consistait à regarder comment on pourrait optimiser un système santé sur un territoire comme le nôtre, comme celui de Besançon, mais plus largement de Grand Besançon. Un outil qui, avec un travail sur les outils de gestion, de concertation, de coordination, qu'est le contrat local de santé qui a été mis en place sur notre territoire. L'objectif est donc d'assurer sur notre territoire un accès aux soins à l'ensemble des concitoyens et en particulier aux plus vulnérables d'entre eux. Car c'est, et si je peux dire en ce jour du 8 mars d'ailleurs, entre elles, parce qu'on sait que parmi les vulnérables, eh bien, il y a les femmes. Car cette période que nous traversons, cette pandémie de Covid-19, elle a mis cruellement en exergue le non-recours aux soins d'une grande partie de nos concitoyens. Elle a démontré que ceux qui étaient éloignés de ce soin, eh bien, il fallait travailler à retisser ces liens et les rapprocher du recours à la santé et du recours à ce que la société leur offre. Cet enjeu majeur, cette volonté de permettre à tous de bénéficier d'une offre de soins adaptée et de qualité, nous oblige à la ville de Besançon et au CCAS d'être réactifs et d'offrir des conditions à l'émergence de solutions nouvelles. C'est de ça dont il sera question aujourd'hui. Et donc ce forum de l'innovation sociale constitue donc pour nous un des outils permettant d'atteindre les objectifs fixés dans notre plan pour les 6 années à venir. En tout cas, nous l'espérons. En tout cas, on puisera dans toutes les idées qui viendront de cet échange-là. Au regard de ces enjeux, et convaincu que l'innovation sociale ne peut se faire que dans un contexte collectif et participatif, il nous a donc fallu trouver une organisation nous permettant de maintenir cet événement dans le respect des règles sanitaires en vigueur, sans perdre cet esprit d'engagement, de partage. C'est pour ça d'ailleurs que même avec les distances, je porte aujourd'hui encore ce masque qui est une contrainte, qui a tendance à nous éloigner finalement, donner ce sentiment d'éloignement. Et donc il faut qu'on apprenne à vivre avec et que s'il doit durer, eh bien que l'on sache retisser d'autres liens, parce que c'est ça aussi qui fait le fondement du social. Et là, c'est réinventer les liens tous les jours, toutes les formes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici, presque présents, parce que je suis devant une salle presque vide et je dois dire que ce n'est pas facile pour discuter. Mais en tout cas, pour ceux qui sont derrière la caméra, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'y participer. J'espère que très bientôt, dans l'année prochaine, nous pourrons continuer à travailler tous ensemble en ce lieu magique qui est le Cursal. Et donc, je remercie tous les présents. Et puis, bien sûr, notre invité qui a accepté de venir ici, qui pourrait paraître dans une action tout à fait insolite, puisque c'est vrai, vous êtes quelqu'un qui avait marqué du coup la vie de beaucoup de
de téléspectateurs. Et donc je vous remercie d'être présents ici avec nous et de travailler avec nous pour tisser ce lien social qui est fondamental et qui fait société. Faire société, c'est tous les jours que ça se construit, c'est tous les jours que nous devons le construire, parce que tous les jours il peut se dégrader, ce lien social. Et faire société, c'est faire société dans la qualité, et la qualité, c'est intégrer tout le monde, et c'est donner la possibilité à chacun d'accéder à tout. Et aujourd'hui, ça sera accéder à la santé. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la maire. Et puis nous allons essayer aussi justement aujourd'hui de recréer du lien social. Alors quelques applaudissements, on ne les entend pas car il n'y a que peu de monde effectivement dans la salle à cet instant. Merci à vous, Madame la maire. Et puis en ce 8 mars, je parle sous votre couvert car je crois que la ville de Besançon compte depuis longtemps une mission de lutte contre les discriminations, qu'elles soient bien sûr sexistes ou de toute autre nature. Bien sûr, c'est un engagement qui est effectivement au sein même des équipes politiques qui se sont renouvelées sur la ville de Besançon. Et c'est quelque chose qui nous anime énormément. Et pour autant, quand on voit finalement là où l'on en est, bien, nous avons encore beaucoup de choses, beaucoup de parcours du coup devant nous et encore beaucoup de travail. Mais en tout cas, ne jamais oublier que faire société, encore une fois, faire civilisation, c'est savoir vivre dans la dignité et dans le respect et la considération. Et c'est ça les maîtres mots de notre équipe ici qui travaille tous ensemble. D'ailleurs, je tiens à saluer le travail de Sylvie Vanlin, notre présidente du CCAS, qui travaille très fort justement là aussi sur la question de la discrimination. Merci. Merci à vous, Madame la maire. Et puis, j'ai un petit remerciement aussi, pendant que j'y pense, c'est à la personne qui assure la traduction en temps réel, en langue des signes, pour les publics devant leur écran, qui seraient également en difficulté de compréhension. Donc, tout a été pensé. Les barrières de sécurité, sanitaires, mais de sécurité aussi. Et puis, bien sûr, également le lien social pour ouvrir cet événement, bien qu'à distance, au plus grand nombre. Merci, Madame la maire. Merci. Mais c'est aujourd'hui, on va parler particulièrement de santé et d'action sociale. Acteur majeur en la matière, le CCAS de Besançon n'est rien de moins, m'a-t-on appris, que l'inventeur du minimum social garanti dans les années 60, repris plus tard dans les années 80, partout en France sous sa forme que l'on connaît aujourd'hui, le RMI. Et puis donc le CCAS de Besançon et la ville de Besançon, ce n'est pas que ça, puisque le CCAS a également été précurseur en matière de foyer-logement pour personnes âgées, devenues aujourd'hui des résidences autonomie. Actuellement, le CCAS en gère tout de même 5, ce qui correspond à 370 appartements. Preuve, s'il en est besoin, que le CCAS s'investit dans la santé et l'action sociale. Et puis, Madame la maire Anne Vigneault en a touché un mot. On ne peut pas parler aujourd'hui d'engagement social sans parler de cette figure de la vie politique locale qui s'en est allée, Paulette Guinchard, disparue il y a quelques jours. Elle a marqué par son engagement l'action sociale en faveur des personnes âgées et a joué un rôle majeur dans la prise en compte des effets du vieillissement, de la perte d'autonomie lorsqu'elle était secrétaire d'État aux personnes âgées. On lui doit notamment l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Donc ayons une pensée pour cette femme, surtout en ce 8 mars. Mais on va continuer, puisque le CCAS qui organise aujourd'hui cette journée, ce lundi sociable, dispose également d'un service santé sociale handicap et un service d'aide à domicile qui fait du portage de repas, des aides soignantes et même des soins à domicile. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première intervenante et on va parler justement de santé. Savez-vous que Besançon est le siège de la première division qui commande plus du tiers des effectifs de l'armée de terre? Le territoire a donc tissé de longue date un lien particulier avec l'armée et bien que l'on attribue à l'armée son rôle de défense, on va découvrir aujourd'hui qu'elle s'implique également fortement dans le secteur de la santé et impacte, sans que l'on ne l'imagine, le quotidien de nombreux patients. Et oui, l'armée, elle est un peu partout, on va le voir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Stéphanie Jacquemin, médecin en chef du service de santé des armées, commandant du 6e centre médical des armées à Besançon. Bonjour Madame Jacquemin, je vous en prie, installez-vous et prenez un micro.
Nous allons, vous et moi, discuter un petit peu. On va parler santé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever le masque. Effectivement, nous avons la distance réglementaire imposée qui est de 2 mètres au moins. Beaucoup de questions à vous poser, Madame Jacquemin, pour parler de l'armée, de son rôle dans le quotidien des patients. Mais une première, c'est plutôt pour vous. J'ai envie de savoir depuis combien de temps est-ce que vous êtes militaire et médecin ? Donc, bonjour madame. Alors moi, en particulier, je suis rentrée dans l'armée pour faire mes études de médecine en 1997 à l'école du service de santé des armées, qui se trouve à Lyon. Et alors pourquoi une carrière à la fois médicale et militaire ? Alors je cherchais à donner du sens à ma vie. Donc je souhaitais m'engager déjà pour soigner mes proches, pour soigner les gens en général, pour essayer de diminuer un peu leur souffrance à mon petit niveau. Et l'engagement dans les armées, c'était aussi dans un but justement de pouvoir aider nos militaires sur les théâtres d'opérations extérieures ou éventuellement aussi les populations là où la France est déployée, pour porter nos valeurs de la France, la liberté, l'égalité et surtout la fraternité. Alors, le service de santé de l'armée, il existe depuis combien de temps à peu près ? Alors, officiellement, le service de santé des armées a été créé par Louis XIV en 1708, par un édit. Donc en 1708. Ça date un peu quand même. Exactement, ça fait déjà plus de 300 ans que le service de santé des armées existe. Alors avant, les armées s'occupaient quand même de leurs blessés et de leurs morts, mais rien n'était vraiment organisé et c'était plutôt laissé à la main du clergé. Ensuite, sous Louis XIV, le service de santé a vraiment été créé. Et là, des médecins, des infirmiers ont été envoyés sur le terrain au plus près des blessés. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, à Besançon ? Alors moi, à Besançon, je suis le commandant du 6e centre médical des armées. Donc je supervise en fait les 9 antennes médicales qui se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté. 9 antennes de toute la région, du coup. Voilà, de toute la région, sauf la Haute-Saône. Et je crois aussi qu'il y a même un groupe vétérinaire. Exactement. Nous avons aussi un groupe vétérinaire qui s'occupe de la santé des chiens sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais également de toute l'hygiène alimentaire. Et donc, du coup, ça fait combien de militaires à gérer tout ça ? Alors, nous soutenons 15 000 militaires, à peu près 7 500 gendarmes, 7 500 militaires de l'armée de terre. Du petit bobo au gros bobo ? Dans toutes les circonstances. Donc à la fois sur la médecine du travail, leur suivi, beaucoup de prévention, et puis sur l'apport de soins lors des entraînements, le soutien de leurs activités à risque. Et ensuite, nos médecins, nos infirmiers, nos auxiliaires sanitaires sont également projetés avec eux quand ils partent en mission extérieure. Alors justement, on voit défiler quelques images d'opérations en extérieur et vous ne restez pas vous-même tout le temps à Besançon puisque, si je ne me trompe pas, vous rentrez de 4 mois au Mali, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. J'ai été projetée de fin septembre jusqu'au début février au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc j'étais directeur médical adjoint et je supervisais tout le Mali, un petit peu le Niger, sur toutes les équipes médicales qui sont déployées là-bas. Alors, les médecins de l'armée exercent dans des conditions souvent difficiles. Est-ce que c'est l'un des facteurs d'innovation, justement, de se retrouver confronté soit à une météo excessive ou à des situations particulièrement complexes ? Oui, exactement. Je pense que les militaires sont en mesure d'être déployés dans n'importe quelle circonstance, là particulièrement au Mali, où les températures peuvent atteindre parfois jusqu'à 50 degrés. Donc, les militaires sont obligés de s'adapter, mais les médecins aussi, toutes nos équipes médicales sont obligées d'adapter leurs pratiques. Déjà, compte tenu des conditions climatiques, donc la conservation des médicaments qui normalement ne doit pas dépasser les 25 à 30 degrés. Ça complique. Tout à fait. Donc on expérimente actuellement des caisses isothermes justement pour conserver les médicaments, pour déployer le sang, donc pour faire des transfusions sanguines au plus près
des militaires, on a développé une Golden Hour Box avec un contenant isotherme qui permet de conserver le sang jusqu'à 48 heures en dehors du frigo. Est-ce qu'il faut aussi s'adapter aux besoins des populations? Parce que j'imagine qu'une population, qu'elle soit au Mali ou en France, ce n'est pas forcément les mêmes non plus. Oui, alors les militaires, enfin, nos équipes médicales au Mali sont surtout au profit de nos militaires français. Nous faisons quelques interventions au profit de la population. Et en général, c'est plutôt, enfin, les produits qui sont mis à nos dispositions sont mis par une association qui nous donne des caisses de médicaments qui s'appellent les caisses Tulipes. Et l'objectif, c'est plutôt quand on déploie ces aides à la population, de les déployer avec le service de santé malien pour les impliquer dans la gouvernance de leur pays. Alors, l'innovation, est-ce qu'elle a toujours été présente au sein du service de santé des armées? Ou est-ce que c'est tout récent depuis que le mot innovation est à la mode, par exemple? Non, mais je pense que l'innovation, déjà pour les médecins en général, ça fait partie un petit peu de la culture. C'est un peu inhérent au métier, hein, puisque l'objectif c'est de soigner les gens. Donc à chaque fois que de nouvelles maladies arrivent, l'objectif c'est de trouver des moyens de les soigner. Et puis les médecins ont été confrontés, et notamment les médecins militaires, à des situations particulières, surtout au cours de tous les épisodes de guerre. Alors effectivement, ça me fait penser notamment à Marie Curie, qui a travaillé avec l'armée pour faire de la radiologie ambulatoire. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres innovations qui nous viennent de l'armée et qui servent aujourd'hui le grand public? Alors des innovations, on peut en citer énormément. La liste serait très très longue. Mais citons-en quelques-unes, parce que ça peut donner un peu à notre public, certes pas très nombreux, mais on pense aussi à tous les gens derrière leur ordinateur. Il y a peut-être quelques exemples forts d'innovation que l'on utilise aujourd'hui dans le quotidien médical, mais qui viennent de l'armée. Tout à fait. Alors, moi, je pourrais vous citer peut-être une des toutes premières qui a été apportée par Antoine Parmentier, qui a apporté en fait la pomme de terre aux Français, puisque Antoine Parmentier était un apothicaire militaire et il a notamment présenté la pomme de terre au prix de l'Académie de Besançon. Rien que ça. Donc, exactement, en 1773. Et c'est aussi lui qui a imposé la première campagne de vaccination antivariolique aux militaires. Il y a aussi, je crois, à l'époque des gueules cassées, la chirurgie ORL dont vous m'aviez parlé, on va dire hors micro. Oui, tout à fait. Alors la Première Guerre mondiale a permis de développer énormément d'innovations médicales, puisque donc, plus de 8 millions de Français ont été mobilisés pour cette guerre. Donc beaucoup de médecins ont été impliqués, avec de la gestion d'épidémies dans les tranchées, notamment du typhus et de la typhoïde. C'est pendant cette guerre qu'on a vraiment commencé à vacciner contre la typhoïde et également aussi la toxine antitétanique. Pendant cette guerre, on a eu beaucoup d'évolutions sur la chirurgie puisqu'on a eu plus de 2 800 000 blessés. Donc on a eu énormément de progrès sur déjà l'antisepsie, puisque en tout début de guerre, on avait énormément de gangrènes gazeuses. Les antiseptiques, c'était pas trop ça au départ. C'était très peu connu, et les antiseptiques ont été développés au cours de cette Première Guerre mondiale, notamment avec le précurseur du daquin, qui était une dilution d'eau de javel, et qui a permis du coup de sauver aussi les membres. Les chirurgiens racontent que pendant cette Première Guerre mondiale, au début, les blessés étaient amputés. Et puis en milieu de guerre, on récupérait le membre, mais ils étaient très handicapés et complètement impotents. Et puis à la fin de la guerre, on arrivait à réparer et à rétablir au moins une mobilité pour permettre aux gens de continuer à vivre. Alors plus récemment dans l'histoire, parce que là on remonte quand même un petit peu loin, même si effectivement les guerres ont marqué les innovations chirurgicales et de la médecine, plus récemment on a la chirurgie à distance qui est du fait de l'armée aussi, je crois.
C'est une des choses qui est étudiée aussi par l'armée, puisque en effet, nous, notamment le service de santé des armées français, projette des chirurgiens militaires en opération extérieure. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi apporter des techniques particulières au plus près des combattants. Un mot peut-être aussi, les exosquelettes, un mot dont on entend de plus en plus parler, là aussi, c'est l'armée. Les exosquelettes, oui, l'armée travaille beaucoup sur les exosquelettes, plus à but de soulager le combattant, puisque le combattant part actuellement avec 30 à 40 kilos de matériel sur le dos, dans des conditions qui sont difficiles. On rappelle les 50 degrés au Mali, par exemple. Et l'objectif, c'est de pouvoir aider les combattants à supporter le poids de tout ce matériel, qui est de plus en plus technologique, mais du coup aussi de plus en plus lourd. Et puis alors, vous m'avez parlé, quand on préparait cet entretien, d'un quelque chose qui est le plasma lyophilisé pour hémorragie massive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et à moi en premier, mais de quoi il s'agit ? Alors, le plasma lyophilisé, typiquement, c'est une invention qui a été créée par le service de santé des armées à cause de ces conditions climatiques très compliquées, et puis aussi du fait que les militaires sont souvent très éloignés des hôpitaux. Quand ils sont blessés, en général, les blessures de guerre sont souvent très hémorragiques. Donc on a besoin d'apporter du sang et puis ce qu'on appelle aussi des facteurs de la coagulation, qui en France sont apportés par du plasma congelé, ce qu'on ne peut pas utiliser en opération extérieure quand on est à plusieurs heures d'évacuation d'un hôpital. Donc le service de santé des armées a inventé ce plasma cryodesséché. Donc en fait, on utilise du plasma, c'est ce qu'on fait sur certains dons, dans les EFS sur le don du sang. Je pense que tout le monde connaît. En fait, soit on peut donner son sang, soit on peut donner juste son plasma. Ce plasma, du coup, est desséché, lyophilisé, comme une soupe. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de déterminer le groupe sanguin du patient. Le plasma cryodesséché peut être transfusé à n'importe quel type de patient. Et puis, il peut être transporté jusqu'à 25 à 30 degrés sans problème. Donc, être amené au plus près du militaire qui a besoin de sang ou de facteurs de la coagulation lors d'une hémorragie massive. Donc un double progrès, non seulement transportable, mais en plus, on peut le donner à tout le monde. Voilà, exactement. Et actuellement, donc, ce plasma cryodesséché est aussi utilisé par les SAMU, comme ça, qui peuvent transfuser dès les premières minutes des facteurs de la coagulation aux patients. Donc on a encore un bel exemple du fait que les innovations de l'armée, là avec le SAMU par exemple, sont ensuite applicables pour le grand public. Alors justement, l'armée et le service de santé innovent, super, merci. Mais concrètement, vous avez un bureau R&D, comment ça se passe ? Oui, alors on a plusieurs structures. Dans les armées en général, en 2018 a été créée par Madame Parly l'Agence de l'innovation défense pour regrouper justement les projets d'innovation qui étaient faits dans les différentes armées. Au sein du service de santé des armées, on a une culture de la recherche qui est déjà très ancienne. Le premier institut de recherche des armées avait été créé en 1912. Actuellement, pour le service de santé des armées, c'est l'Institut de recherche biomédicale des armées qui est situé à Brétigny-sur-Orge, qui coordonne un peu toutes les recherches que l'on fait au niveau du service de santé des armées. Et on a une direction de la formation et de la recherche-innovation. Et par contre, toutes nos structures du service de santé des armées, donc que ce soit nos hôpitaux militaires, nos centres médicaux des armées avec nos antennes médicales qui sont les plus proches des militaires, toutes ces structures innovent et font des recherches dans le domaine de la santé, des études médicales. Par exemple, sur l'antenne médicale de Val d'Aon, qui est juste à côté, on va débuter une étude sur les traumatismes sonores aigus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul service de l'armée qui se consacre à la recherche et à l'innovation médicale, c'est tous les services, c'est toutes les armées, j'entends par là l'armée de terre, l'armée de l'air et puis la marine. Oui, alors chacune des armées a souvent une division de la recherche et se coordonne avec cette agence de l'innovation défense. Et notamment pour le service de santé,
La direction de la formation et de l'innovation va nous permettre de porter nos projets au niveau national et souvent de faire des partenariats avec des structures civiles pour développer des médicaments. Alors justement, j'allais vous demander à quel moment on bascule de l'innovation militaire qui est pensée et mise au service de l'armée et à quel moment donc elle bascule vers le grand public. Alors on a certaines innovations qui sont faites en partenariat avec des services publics ou des laboratoires privés. L'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées du service de santé, travaille avec l'INSERM, avec des universités civiles, avec le centre d'études atomiques. Donc à partir du moment où les découvertes qui sont faites par ces structures sont faites avec le domaine public, ces innovations basculent directement dans le domaine public. Ensuite, par exemple, pour le plasma cryodesséché qui a vraiment été une fabrication de l'IRBA, c'est une fois que le produit a été complètement développé, qu'il a été utilisé par les armées, il était produit par la pharmacie centrale des armées. Une fois qu'il a été bien développé, on a fait des partenariats avec des sociétés civiles qui ensuite ont pu le produire en grande quantité et pu le diffuser. Et le mettre donc au service des SAMU, par exemple, comme vous le disiez. Et alors, il faut combien de temps entre le moment où l'armée innove, crée quelque chose, donc comme le plasma, et le moment où le SAMU va pouvoir l'utiliser? Alors tout ça est très variable. En fait, tout va dépendre du type d'innovation. On a des innovations qui peuvent prendre très très longtemps. Par exemple, en ce moment, on est encore en train de chercher un vaccin contre le paludisme. Donc on a des chercheurs à l'IRBA qui sont toujours en train de l'élaborer. Donc il faut plusieurs années pour trouver une solution. Par contre, on a des innovations qui peuvent être très rapides, et notamment là, pour l'épidémie de la Covid-19, le service de santé a fait des innovations, notamment par exemple sur une plateforme qui regroupe plus de 8000 articles de médecine qui s'appelle Waked Co. Qui en fait, grâce au big data et à l'intelligence artificielle, permet de faire des recherches très, très rapides sur des milliers d'articles scientifiques. Cette innovation-là, elle a été mise directement en ligne sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Et à partir du moment où elle a été créée et opérationnelle, elle était au service du grand public. Alors, plutôt des chercheurs, mais du grand public. Mais si vraiment j'ai envie d'avoir une info sur la Covid et de rechercher dans les 8000 articles, je me lancerai. Ou s'il y a des amateurs derrière leur écran, allez-y. Justement, vous parliez de la Covid, Madame Jacquemin. Une épidémie comme la France n'en a pas connue depuis très longtemps, en tout cas j'imagine. Pour autant, pour l'armée, ce n'est pas une nouveauté, les épidémies. J'imagine que vous avez déjà régulièrement été confronté à ce genre de choses. Oui, tout à fait. Les épidémies, alors surtout pour les militaires qui partaient en guerre, que ce soit au XVIIIe ou XIXe siècle, notamment sur la guerre de 14-18. Les conditions étaient très mauvaises, l'hygiène très mauvaise, les conditions climatiques aussi. Donc beaucoup de risques de typhoïde, de tuberculose. Donc on a des médecins militaires qui ont développé un vaccin contre la tuberculose qui s'appelle Calmet. Je ne maîtrise pas. Oui, d'accord. Je ne maîtrise pas le vaccin tuberculose, je reconnais ma limite, excusez-moi. C'est vrai qu'après, c'est des publics peut-être plus médicaux qui sauront que Calmet et Guérin ont été les médecins qui ont découvert le vaccin de la tuberculose. Et le docteur Calmet était un médecin militaire. En fait, on a beaucoup de médecins militaires qui étaient aussi impliqués dans les instituts Pasteur, donc qui ont été confrontés qui ont travaillé justement sur ces épidémies pendant les combats, pendant les guerres, et ils ont aussi été impliqués dans les instituts Pasteur, dans des pays tropicaux ou subtropicaux, et par exemple le parasite, voilà, je cherchais un mot, le parasite du paludisme a été trouvé par un médecin militaire. Et je pensais notamment, parce que vous me parliez d'épidémies assez anciennes en temps de guerre, mais je pensais notamment à des épidémies peut-être plus récentes sur d'autres continents auxquelles l'armée peut être confrontée, effectivement, comme le paludisme.
Oui, alors le paludisme est une des maladies pour lesquelles les militaires ont été très impliqués, surtout pendant les colonies. Et puis ces dernières années, le service de santé avait également mis en place, dans les années 90, début des années 2000, une task force, c'est-à-dire un élément de réaction rapide en cas de grandes épidémies, notamment sur des épidémies de choléra, avec le laboratoire Mérieux, où en fait des personnels du service de santé étaient déployés pour faire des vaccins pour limiter les épidémies de choléra, et puis encore récemment sur des épidémies d'Ebola, où le service de santé est parti monter des hôpitaux spécifiquement pour les soignants de malades d'Ebola. Et alors aujourd'hui, dans cette crise du Covid, comment l'armée intervient-elle? On l'a dit, il y a déjà la plateforme, excusez mon anglais, Wake It Co, pour avoir les scientifiques et les chercheurs pour retrouver donc ces 8000 articles autour de la thématique. Mais est-ce que l'armée intervient autrement aujourd'hui dans cette crise sanitaire? Alors, l'armée intervient en général dans la crise de la Covid-19 par l'opération Résilience. Et plus particulièrement, le service de santé est impliqué à plusieurs niveaux. Donc, il a déployé un élément militaire de réanimation qui est à Mulhouse. Alors ça, typiquement, c'est une innovation. Ça n'est pas quelque chose qui existe sur palette dans nos entrepôts. Nous, le service de santé a des modules pour créer ce qu'on appelle des rôles 2, c'est-à-dire un hôpital de campagne, mais qui en général contient 2-3 lits de réanimation avec un bloc opératoire. Là, en fait, sur Mulhouse, ce sont 30 lits de réanimation qui ont été déployés. Donc on a eu besoin de faire appel également à des ingénieurs pour mettre en place tout un système d'aération. C'est une adaptation de l'armée à la crise que l'on vit aujourd'hui. Exactement. D'une façon plus générale, comment l'armée intervient aux côtés des publics les plus fragiles sur le territoire? Alors, sur le territoire, sur des publics fragiles, je pense qu'on peut vraiment mettre en avant notre hôpital des Invalides, qui innove énormément dans tout ce qui est handicap, et notamment dans les handicaps du membre inférieur, et qui développe très régulièrement de nouveaux types de prothèses qui sont mis à la fois au profit des militaires blessés, mais aussi du grand public. Et ensuite, l'armée en général va plutôt intervenir là où le grand public a des besoins et pas forcément sur un point spécifique. Voilà, sur des gens. C'est là où on vous envoie en tout cas. Exactement. Et vous m'aviez parlé également de l'EMR à Mayotte. Oui, sur Mayotte, qui est une île. Alors, qu'est-ce que l'EMR? Parce que faut expliquer. Voilà. Donc l'EMR, c'est l'élément médical de réanimation. Donc c'est la même chose qui a été déployée sur Mulhouse, sur Mayotte, qui est une petite île avec des moyens de santé qui sont assez limités. L'EMR a été déployé 2 fois, donc une première fois à la fin du premier confinement, et puis là une nouvelle fois en début 2021. Donc en tout cas, voilà, vous réagissez aussi, en tout cas c'est logique d'ailleurs que l'armée réagisse aussi à cette crise sanitaire, épaule le gouvernement et les publics et les soignants là où il y en a besoin, en tout cas c'est l'une de vos missions. Il y a un autre point sur lequel l'armée intervient, je crois, auprès des personnes en difficulté, c'est notamment à travers le plan Grand Froid. Comment intervenez-vous? Oui, alors le plan Grand Froid, c'est un des plans qui existent pour les armées en cas de catastrophe naturelle. On a aussi le plan Neptune en cas d'inondation. Le plan Grand Froid, les armées interviennent quand on a des conditions climatiques extrêmes dans le froid, avec par exemple des autoroutes qui peuvent être bloquées. Et à ce moment, les armées vont intervenir sur un plan plutôt logistique, pour aller soit dégager des routes, soit accueillir des gens qui ne pourraient pas rentrer à domicile. Quand la précarité frappe et qu'on ne s'y attend pas. Exactement. Donc ça va être en accueillant dans les gymnases des régiments, par exemple, si j'ai bien compris. En tout cas, dans ces cas-là, l'armée ouvre ses locaux, ses espaces pour accueillir le grand public. Est-ce que ce sont des choses, finalement, qui arrivent tous les ans, régulièrement ?
Non, pas forcément fréquemment. Après, ce sont des choses qui arrivent, puisque moi j'ai déjà eu l'occasion de voir ça déclencher dans le territoire de Belfort. Donc c'est pas impossible que ça arrive. n'est pas impossible du à tout. Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, ça n'est pas impossible du tout, la preuve. Je vais me tourner vers notre salle, pas très nombreuse, puisque Covid oblige justement. Est-ce que certaines personnes qui seraient dans la salle, alors vous êtes à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, 10 avec la demoiselle qui fait la traduction. Est-ce que vous auriez des questions pour notre invitée, Madame Jacquemin, pour l'armée et le système de santé, en tout cas, voilà comment l'armée intervient et soutient notamment le public avec la santé, à travers la santé. Non, mais en même temps, vous n'étiez pas du tout préparé à avoir des questions. Bon, en tout cas, moi, Madame Jacquemin, j'aurais une dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait encore d'autres, enfin, est-ce qu'il y a des innovations déjà sur lesquelles vous travaillez actuellement et qui ne seraient pas secret défense, dont on pourrait toucher un mot de ce que fait l'armée en ce moment ? Alors actuellement, en permanence, l'armée innove sur l'Institut de recherche biomédicale des armées, par exemple. On va avoir, là récemment, donc, ils ont développé une application qui s'appelle TraumaCast. Donc, les armées ont toujours eu une expertise dans la blessure de guerre, la prise en charge de blessés, d'afflux de blessés massifs. Et donc, suite aux attentats et avec le risque terroriste qui augmente, le service de santé essaie de mettre à l'accès des soignants en général, surtout, des connaissances pour réagir dans ces situations-là. Et là, très récemment, donc, ils ont créé un MOOC, c'est les Massive Open Courses, donc c'est un cours en ligne. Un cours en ligne. Voilà, un cours en ligne. Souvent gratuit. Voilà, qui est gratuit, qui est accessible sur YouTube, qui s'appelle TraumaCast, et que n'importe quel soignant peut aller consulter. C'est des petites vidéos très simples qui durent quelques minutes et qui permettent déjà d'avoir les connaissances de base sur comment réagir en cas d'afflux massif de blessés, en cas d'attentat dans une ville ou sur un lieu public. Eh bien, si on a des personnels de santé qui nous regardent dans ce lundi sociable, peut-être qu'effectivement la vidéo de TraumaCast peut les intéresser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Jacquemin, pour toutes ces précisions sur le rôle de l'armée dans le service de santé et grâce aux innovations que l'armée propose en particulier. Merci beaucoup. Merci, Madame. Et puis maintenant, je vais vous proposer... Alors attendez, il faut qu'on se positionne, il y a les caméras. Allez-y, Madame Jacquemin. Hop, merci encore. Alors, je me repositionne, je vais me mettre là. Je vais vous proposer maintenant de découvrir quelques petites vidéos. Et elles vont vous présenter ces vidéos de belles initiatives, allez, un petit anglicisme, des belles initiatives Made in Besançon, Besançon Métropole en tout cas. Et je vous invite donc à les découvrir et on va débuter avec un focus sur l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, avec Marion Sausset. Dans une courte vidéo, l'IREPS nous présente son pass Santé Jeune. Ce dispositif a pour objectif de rendre les jeunes acteurs de leur santé et de créer un réseau d'acteurs de promotion de la santé.